C'était la semaine de l'ascension et pas qu'en vrai. On peut refaire l'intro. C'était la semaine de l'ascension aussi sur les marchés. Que se passe-t-il? Est-ce qu'enfin il va lâcher sa casquette verte pour nous montrer un peu la qualité des couleurs bleues et rouges qu'on a sur les autres casquettes? Faut-il vendre la peau du taureau? Et pourquoi il ne se passe rien sur les cryptos? Aux États-Unis, nous avons eu l'Empire State Manufacturing qui a chuté, moins 31,8, baisse des nouvelles commandes et des livraisons, avec l'emploi et les heures travaillées qui ont diminué pour le 4e mois consécutif. Les entreprises d'ailleurs s'attendent à une faible amélioration des conditions dans les 6 prochains mois. Les ventes au détail aux États-Unis ont été moins bonnes qu'attendues, plus 0,4% seulement, on les attendait à plus 0,8%. Mais les chiffres du mois précédent, qui étaient ressortis le mois précédent, donc à moins 1%, bah finalement, c'est que moins 0,7. Ça reste donc tout de même en hausse ce mois-ci, montrant que les dépenses des détaillants américains augmentent. Après 2 mois de baisse, le consommateur américain alimente l'économie. Et les demandes hebdomadaires aux allocations chômage, quant à elles, étaient aussi meilleures que prévu. J'allais dire moins fortes que prévu, puisque si les demandes sont moins élevées, ça veut dire que c'est mieux. 242 000 seulement, 253 000 attendus. Et en plus de ça, c'est mieux que les 264 000 de la semaine passée. L'indice Philly Fed qui mesure l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie, ça continue à décliner, mais c'est mieux qu'attendu. Moins 10,4, on l'attendait à moins 19,5 et c'était même moins 31 le mois dernier. Il y a du mieux. Et enfin, les ventes de logements existants aux États-Unis, ça a reculé au mois d'avril. Ça, c'était prévu. Il y a plus de 4 millions de maisons et d'appartements qui ont changé de propriétaire le mois dernier. C'est une baisse de 3,4% par rapport au mois précédent et en baisse de 23,2% par rapport au même mois l'année dernière. Donc tous ces chiffres finalement qu'on a eu aux États-Unis cette semaine montrent que c'est quand même relativement dispersé, basé d'ailleurs parfois sur des sondages. Pas de bonnes surprises, pas de grosses bad news bien salaces non plus. Bref, l'économie américaine reste résiliente. Là où c'est chaud cette semaine, tout le monde en a parlé, ça a fait couler beaucoup d'encre, c'est le plafond de la dette américaine. Tout le monde en parle comme si c'était le drame absolu, que l'économie américaine allait probablement entrer en faillite. Peut-être même d'ailleurs qu'à ce moment-là, puisqu'il y a un décalage entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où elle est publiée, qu'un accord a été trouvé. Parce que oui, c'est un épisode qu'on vit déjà depuis plus de 100 ans. Je vous invite à découvrir la vidéo si ce n'est pas déjà fait, puisque vous avez été déjà plus de 20 000 à l'avoir vu. Cette semaine, en 4 minutes, j'ai condensé justement tout ce qui se passe autour de cette excitation du plafond de la dette américaine. Je la remets en description au cas où. Et j'en profite pour vous dire que c'est parti pour un nouveau rythme. Je vais essayer de faire des vidéos intra-brief. Encore un moucheron. Entre chaque débrief hebdo, hop, une vidéo vraiment synthétique sur un sujet bien précis. Et pour avoir l'info, c'est simple. On s'abonne, on active la cloche pour avoir la notification sur son téléphone. Et au passage, si on peut dépasser les 50 000 abonnés de manière relativement rapide, ce serait aussi très cool. Même si faut passer les 100 000 pour avoir le fameux disque là de je sais pas quoi là. Et alors que les marchés étaient particulièrement endormis toute la semaine, les marchés ont commencé à s'exciter en fin de semaine. Pourquoi? Parce que Joe Biden a lâché un truc du fait que oui, vous inquiétez pas, on va trouver un accord dans le week-end. Les marchés se sont dit ouh, oh, ça j'ai vraiment eu peur, hein. J'ai cru que les États-Unis allaient rentrer en faillite. Achète là, vas-y, j'en ai plein, une casquette verte, vas-y. Le fabricant de jeux vidéo Take-Two a publié. Take-Two, c'est quoi? Vous connaissez forcément. Eh ben, elle place la barre très haut. Les ventes ont été supérieures à ce qui était prévu. 1,45 milliard de dollars de chiffre d'affaires au 4e trimestre. Oui, elle est un peu à la bourre pour publier. Bien plus que les 1,3 milliard de dollars attendus. Elle fait tout de même une perte nette de 600 millions de dollars, mais ça, c'est lié à des amortissements. Pour 2024, ça va pas être encore folichon, hein. Les prévisions sont en dessous des attentes des analystes. Oui, parce qu'il y a le délai de certains jeux qui ont augmenté, hein. Voilà, les techos, ils mettent toujours plus de temps que ce qui est prévu. Mais la très bonne nouvelle, c'est que pour 2025, il va y avoir plusieurs titres révolutionnaires qui vont sortir et qui vont
cartonné. Donc du coup, elle prévoit des bénéfices supérieurs à ce que tout le monde prévoyait, plus de 8 milliards de dollars. Et tu t'en doutes donc, l'action Take-Two s'envole. Alors revenons en France, cette fois changeons complètement de sujet. Nous allons passer des jeux vidéo au camping-car avec Trigano. Bénéfice net plus de 7,6%. Et ça, c'est pour le premier semestre. Oui, là aussi, c'est exercice décalé. Je sais, c'est un peu le bordel. Plus de 120 millions d'euros de bénéfices au premier semestre. Donc entre septembre 2022 et février 2023, ce qui nous donne plus de 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et le carnet de commandes, les camping-cars, bam, ça y va, il est rempli à bloc. L'action s'envole. Effectivement, la valeur des caravanes et camping-cars. Trigano qui fait du bien. C'était pour ma part une de mes plus grosses lignes actuellement action. Ça amène du cash, ça amène un peu de baume au cœur. Après, notamment la semaine dernière où j'ai dû prendre une perte assez importante, je m'en cache pas, je m'en fiche, sur PayPal, qui était une de mes grosses lignes également de l'année. Vous les connaissez toutes, que ce soit Trigano, Seb, PayPal, etc., etc. Donc Trigano, oui, qui à l'époque, quand je l'ai pris, quand je vous ai demandé, j'ai insisté de le prendre, présentait quand même une valorisation très basse par rapport à la trésorerie disponible, par rapport à, certes, à l'époque, un carnet de commandes un peu moins rempli, mais finalement, vous l'avez vu, qui s'est nettement amélioré et qui reste finalement encore favorable pour les mois à venir, d'accord? Donc il y a ça surtout à relever, une trésorerie nette très importante, donc quand elle était valorisée 80-90, il fallait y aller de manière importante. Maintenant, graphiquement, elle reste très belle, elle devrait logiquement atteindre progressivement les 150, voire 170, voire 200 euros. Pour ma part, je reste toujours positif dessus. Alors, bien évidemment, c'est plus compliqué de rentrer maintenant qu'à 75-80, d'accord? Mais en tout cas, elle reste soutenue. Ça reste une valeur, si vous voyez le moindre repli de 5-10%, j'estime que c'est une valeur qu'il faut avoir en portefeuille. Et surtout, ce qu'on note dans la publication, et ça c'est hyper important, puisque au départ, c'est ça qui faisait un peu peur à l'ensemble des investisseurs, c'est une amélioration progressive de la marge, notamment le résultat d'exploitation qui est sorti bien meilleur qu'attendu. Et au final, vous savez que la marge était un peu dégradée parce qu'il y avait notamment des soucis d'approvisionnement. Et finalement, on voit dans ces résultats, c'est ça qui est top, que notamment par exemple pour les châssis, ils ont de l'avance et les marges redeviennent progressivement à leur niveau actuel, habituel. Voilà pour Trigano, donc positif. C'est une valeur qui, faut pas oublier, elle va se faire oublier. Souvent, quand on a une belle publication comme ça, on a un gros gap avec des gros volumes. Et puis après, pendant un mois, 2-3 semaines, un mois et demi, elle remonte un peu, elle rebaisse un peu, elle se fait oublier. Et puis vous verrez que dans quelques mois, on va se réveiller, elle sera autour des 200 euros. Et on se dira, merde, Rod, il m'en parle depuis les 75 euros. Donc vraiment une valeur, si vous avez le moindre repli, continuez d'aller sur cette valeur. C'est vraiment une valeur financière, enfin du moins qui a des ratios financiers solides et des perspectives toujours vraiment intéressantes. Et un cash, et c'est important quand même, une trésor disponible vraiment importante. Voilà pour ce petit point sur Trigano. Je vous le répète, l'objectif en bourse, que ce soit sur action, sur plein d'actifs, c'est pas de toujours avoir raison. Je vous rappelle que la plupart des gros investisseurs, ils ont gagné énormément d'argent, parfois en ayant raison moins d'une fois sur deux. Donc, essayez d'établir une ligne stratégique, une tactique qui fait que dans le temps, vous êtes sur l'ensemble de vos actifs financiers, l'ensemble de vos investissements, sans en avoir trop, vous êtes positif. D'accord? Vous voyez, moi, cette année, sur Seb, je fais une performance incroyable. Sur Trigano, je fais une performance incroyable. Sur BNP, je fais une performance incroyable. Et pourtant, il y en a d'autres comme PayPal où je me suis pris un gadin. Donc voilà, retenez bien que c'est légitime, c'est normal. Direction l'Allemagne cette fois-ci avec deux grosses sociétés parmi l'indice DAX qui ont publié, SAP et Siemens. Et bien les deux ont proposé des bons résultats et avec des rachats d'actions aussi. Elles ont tellement d'argent qu'elles rachètent leurs propres actions, du coup ça fait monter les actions en plus. Et à eux deux, oui, elles pèsent plus de 20% du poids de l'indice allemand DAX. Ce qui explique accessoirement pourquoi l'indice DAX a fait des nouveaux records annuels cette semaine, qu'il a surperformé quasiment tous les autres indices. SAP en a même profité pour relever ses objectifs à moyen terme. Même chose pour Siemens, avec un bénéfice net en forte hausse, supérieur à ce qu'on prévoyait, et ça c'était pour le deuxième trimestre. Ça fait donc beaucoup de bonnes nouvelles tout ça. Ceci explique cela. Et d'ailleurs, côté publication d'entreprise aux États-Unis, parmi le SP500, ça y est, quasiment tout le monde a publié. C'était plutôt un bon cru ce premier trimestre. Contrairement d'ailleurs à toute la situation catastrophique dans laquelle nous sommes, qu'on peut lire ici et là. La fin du game, c'est donc pas pour tout de suite. Alors, contre vents et marées, dimanche dernier, je vous disais cette casquette verte conserve. Elle est où? Parce que j'en ai balancé partout là. Alors, ça n'a pas été simple.
Ah non, on voit pas mes yeux. C'est important de voir les yeux. Ça n'a pas été simple. Pourquoi? Eh ben, parce que toute la semaine, le marché a complètement brouté. Aucun relais. En plus, on a eu du bruit négatif de partout. Comme quoi, faut être prudent. Ouh là là, ça a beaucoup monté. Donc, si ça a beaucoup monté, ça a plus de chances que ça baisse. Après, entre nous, c'est vrai. Bon, d'ailleurs, on en avait parlé. Il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas non plus de bonnes nouvelles de ouf en se disant, ça y est. Et disons que toute cette histoire autour de la dette, finalement, le fait de se dire, ah ben non, en fait, les États-Unis n'entrent pas en faillite, hein, ça a permis notamment, je pense, quelques rachats de short au passage. Donc pas de nouvelles positives, à quoi bon aller plus haut? On est déjà haut. Bah oui, on va pas aller encore plus haut alors qu'on est déjà quasiment au taquet de la hauteur. Et ben malgré tout ça, bah finalement on n'a pas lâché. Bah oui, on a tout simplement continué à travailler avec nos fameuses zones de polarité, hein, tant qu'on passait pas en dessous. Pas pourquoi on va vendre, hein. Bah oui, est-ce qu'elles ont été enfoncées? Ah, bah oui, hein. Je pose la question. Oui, je pose la question. Alors, tiens, FT, on va remettre exactement les mêmes zones qu'on avait évoquées dimanche dernier. Commençons par le CAC. 7340. Est-ce qu'on est passé en dessous? No. DAX, 15007. Non plus. SP500, 4070. Attends, on va zoomer. 4105, 4120. Je pense que j'ai suffisamment saoulé tout le monde avec cette zone-là. Est-ce qu'on est passé en dessous? Non. Nasdaq, 13300 points. Non. Lui, il a surperformé d'ailleurs tous ses potes. Bon, bah, aucune n'a cédé. Donc, on a continué à travailler dans ce sens-là. Alors, si, tu vas me dire, ah, il y en a un dont on n'a pas parlé. Ouais, effectivement, il y en a un qui a sous-performé, qui était donc moins fort que les autres. C'est le Dow Jones. Eh ben, lui, il est passé temporairement sous la fameuse zone de polarité 33 150, 33 250. Et là, effectivement, à se poser la question, bon, bah, lui, il saoule, il va tout lâcher, la purée avant les autres. Vas-y, je te regarde, saute, je te pousse, sinon je te pousse. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. 3 points clés à retenir. Quand je fais mon carnet de bord en début de semaine, c'est pas que pour faire joli. J'évoque grosso modo une quinzaine d'actifs. C'est pour s'enlever finalement les œillères qu'on peut avoir si on travaille qu'un seul actif, qui s'appelle un tour d'horizon. Parce que si on est focus sur un seul actif, avoir cette vision globale, en l'occurrence sur plusieurs indices, ça peut permettre aussi certaines fois d'avoir des similitudes, des convergences de signaux, positifs ou négatifs d'ailleurs, peu importe. Et si un seul indice nous donne un signal négatif et que tous les autres ne nous en donne pas, bah il peut être finalement un peu tout seul, simplement dans un excès. Et peut-être simplement juste être moins fort que les autres. Bon, peut-être de manière temporaire ou pas, mais juste plus faible. Deuxième chose, quand on a une tendance primaire haussière, une tendance de fond. Retenir que un bear trap, un piège vendeur, donc c'est-à-dire passer sous une zone support alors que la tendance de fond est haussière, est beaucoup plus probable que faire des pièges acheteur, c'est-à-dire de péter une zone de résistance et de pas aller plus haut. Et donc, quand on est dans une tendance primaire qui est haussière et qu'on passe sous une zone support, qu'on réintègre, généralement, on continue dans la lancée initiale et on peut dire que c'était tout simplement un piège vendeur. Et troisième chose, plutôt que d'anticiper que l'actif le plus faible va rattraper ses copains, autant travailler les plus forts. C'est d'ailleurs quasiment exactement la même chose que vendre un indice qui est très fort, déjà pour essayer d'attraper le point haut, et en plus d'essayer de choper le point haut d'une tendance haussière, c'est anticiper que celui qui est le plus fort aujourd'hui par rapport aux autres sera demain plus faible que les autres, donc va baisser plus vite. Autant te dire que faire le combo, c'est quasi impossible. Et donc accessoirement très dangereux. Qui est d'ailleurs contraire aux règles de suivre une tendance qui se prolonge X fois et ne se retourne qu'une seule fois. Alors, tu vas me dire, bah, c'est facile après coup. Effectivement, c'est toujours facile après coup. C'est aussi important de retenir des choses qu'on a peut-être comprises, mal faites ou qu'on pourrait mieux faire. C'est-à-dire se remettre en question pour faire encore mieux demain. Mais sur le moment, c'est très compliqué de gérer ça. Parce que psychologiquement, au-delà de tenir les positions, en plus de ça, il faudrait changer d'actif en plein milieu d'un plan de trading qui finalement et en plus n'est pas invalidé. De garder l'objectivité suffisante pour se dire ok, c'est le seul qui est en galère, je lâche tout, je vais ailleurs. Bah maintenant que j'y suis, je vais jusqu'au bout. Même si je sais que c'est pas le bon cheval. Preuve au nez et on va pas se le cacher avec Rodolphe cette semaine. Alors, semaine, oui, compliquée pour ma part. J'ai été relativement mauvais. Souvent, être mauvais débouche sur une contre-performance ou du moins une perte. Là, être mauvais, ça a été simplement que j'ai choisi le mauvais cheval. Comme depuis de longues semaines, les bons chevaux, on va dire, étaient plutôt les indices européens, notamment le DAX, voilà, un peu plus le Nasdaq aux États-Unis. Pour ma part, je suis parti sur un plan Dow Jones. Alors, il n'a pas débouché sur une perte ou sur un gain. C'est ça qui a été embêtant, c'est que j'ai été
persévérant, discipliné, un peu têtu, je me suis un peu entêté, mais c'est toujours pareil. Moi, quand je décide d'un plan, tant qu'il n'est pas invalidé ou tant qu'il n'a pas atteint ses TP, pour preuve, j'ai fait au moins 5 gros TP1 sur le Dow Jones et une perte. Pourquoi? Simplement, il est coincé et il n'arrive pas à suivre un peu ses collègues. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un soir où il lâchait un peu quand même son niveau des 33 150, c'est l'ouverture annuelle. Donc je suis sorti, j'ai décidé de prendre ma perte. Je suis re-rentré le lendemain, il est remonté. Mais malgré cette persévérance, cette discipline et surtout cette patience, normalement c'est ma force absolue, ma force psycho, parce que j'ai compris, j'ai mis du temps à comprendre et vous comprendrez rapidement que les indices, c'est 5% de technique si vous voulez, mais tout le monde sait tracer un support et une résistance. Sauf qu'après, c'est 95% de travail de position, de psychologie, de persévérance et de discipline. Voilà, j'ai pas su changer de cheval ou j'ai pas su abandonner ce cheval tout simplement pour les simples et bonnes raisons qu'il n'a pas invalidé mon plan. D'accord ? Il va falloir que je m'en sorte parce que je vois bien que même si maintenant mes bornes sont claires, vous voyez très bien que le Dow Jones, s'il repasse sous 33 000, c'est une dégradation assez importante. Et s'il repasse, s'il s'affranchit à nouveau à la hausse des 33 700, c'est une amélioration également importante. Entre les deux, il est dans un range où on se fait un peu balader. Il y a un moment, il faut en tirer les conclusions, les conséquences, comme d'habitude. Il faut savoir se remettre en question. C'est ce que j'ai fait ce matin. Je repasse tous mes graphes et tout. Peut-être que, comme d'habitude, moi, je suis pas vraiment un trader de range, même si le marché, on dit qu'il évolue 70% du temps en range, ok, c'est bien beau de le dire. Après, faut les travailler. Ça, malgré que des méthodes de trading de range, j'en connaisse diverses et variées, c'est moins simple que d'aller sur l'actif où il y a de l'action, je vous le répète tout le temps, là où il y a du cash, là où il y a du mouvement. Et cette semaine, je me suis enfermé un peu sur le Dow Jones. Alors, ça n'a pas débouché sur grand-chose, tant pis. On se remet au travail et on repart à nouveau sur de l'analyse et sur des entrées, peut-être sur des actifs un peu plus dynamiques. Et au final, cette semaine, un grand bravo au Nikkei qui était la valeur à suivre, ou du moins l'actif à suivre, et l'actif où il était clairement simple de reprendre la tendance qui était en convergence haussière de partout. Voilà pour un petit point Dow Jones qui m'a quand même bien fait galérer cette semaine. Et le Nikkei, lui, s'envole des plus hauts depuis 30 ans. Alors autant dire que j'ai bien fait de couper ma vente il y a une semaine. Preuve que quand on a tort, faut l'accepter rapidement. Sinon, tu peux te faire découper. Ceci dit, ça m'a pas empêché de prendre une douille cette semaine sur le gold. J'ai repayé l'or sur un support parce que la tendance de fond est haussière. Donc quand on revient sur des supports, on les achète, on les vend pas. Ce support n'a pas tenu. J'ai laissé respirer les cours de l'or pendant une journée. Je n'étais pas pressé à couper. Et il n'a pas voulu. J'ai donc coupé en perte une moitié de position. Pourquoi je garde l'autre? Parce que pour le moment, on reste toujours dans une tendance de fond qui est haussière. On a d'ailleurs un support qui arrive pas très loin autour des 1925 $. Donc j'attends à nouveau un nouvel élément technique positif, donc par exemple un breakout haussier daily, une réaction sur des unités temps quand même relativement longues, pas sur des unités temps 5 minutes, pour recompléter la position et recharbonner à nouveau. Clairement, le gold est en train de s'épuiser, il fait une pause de manière un peu plus prononcée que ce que je pensais, bien évidemment, sinon j'aurais pas payé là-haut. Et ne sachant pas si ce mouvement sur le gold sera temporaire ou non, s'il va réagir ou pas, pour le moment je le laisse consolider, mais ce n'est pas fini. Il faudra continuer à se mettre des alertes de manière régulière au-dessus de la tête. S'il y a une réaction positive, ça peut aller très très vite. Détends-toi, respire. C'est l'heure de réfléchir. Ah, pas trop quand même, hein. Ça fait mal à la tête. C'est l'instant psychologie. Alors, beaucoup cherchent à ne pas faire de pertes au lieu de se concentrer là où ça fonctionne. Et c'est pour ça que généralement dans son portefeuille, on peut avoir plus de positions perdantes que de positions gagnantes. Et on se focus finalement sur le négatif en ayant une conviction forte là où on a tort. Savoir que les pertes font partie du processus. On ne peut pas les supprimer. On ne peut pas ne pas en faire. Par contre, ce qu'on peut travailler, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse parce que pour tous ceux qui font des robots de trading et tout, faire du backtest sur du compte démo en essayant d'optimiser pour enlever toutes les pertes, ça marchera pas. On peut pas enlever 100% des pertes qu'on peut faire. Donc je disais, par contre, ce qu'on peut travailler, c'est là où il y a des opportunités. Là où le marché va dans notre sens. Et donc, cette semaine, j'ai continué à me concentrer sur l'indice SP500 dans cette zone des 4105-4120. Une fois qu'on en est sorti par le haut de ce range au-dessus des 4150, il faut continuer à charbonner. Je répète, oui, 4105, 4120, voire même 4070, c'est un support, la tendance précédente est haussière. Donc on paye les supports. Un support ne se vend pas. Par contre,
la tendance est haussière. Finalement, je crois que peu ont tenu ces positions parce que l'indice SP500 toute la semaine, il a eu beaucoup de mal avant de démarrer. Que c'est trop d'efforts pour rien. Sauf qu'en fin de semaine, avec ces rumeurs, ces négociations qui devraient avancer sur le relèvement du plafond de la dette aux États-Unis, finalement, c'est là que la récompense a eu lieu. Et d'ailleurs, sur le SP500, on a fait des nouveaux records annuels. Preuve que la persévérance paye. Alors combien sont encore dedans? Probablement peu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt là qu'il faut travailler. Plutôt que de regretter d'avoir pris une position qui a été clôturée en perte, où le marché nous a donné tort. Parce que des pertes, il y en aura toujours. Il faut les minimiser. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est de maximiser, de charbonner là où tout roule. C'est ce qu'on peut appeler s'engouffrer dans la brèche. Toujours pas de réveil concernant le marché des cryptos. En même temps, on est toujours sur une zone support, grosse phase de latérisation qu'on a depuis des semaines. Tendance précédente, donc tendance depuis les débuts de l'année qui est haussière. Pas de réveil pour le moment, malgré que ce soit une zone d'achat. Et d'ailleurs, on le voit sur le nombre d'adresses actives sur le Bitcoin qui est en chute libre. Ça montre clairement un désintérêt des investisseurs pour le moment. Alors ça va revenir à un moment donné, c'est sûr, la question c'est quand, mais pour le moment, tant qu'on n'a pas de breakout haussier daily qui est confirmé ensuite le lendemain, ça reste pas très intéressant. Et pourtant, Bitcoin et Ethereum restent dans des tendances de fond qui sont haussières, tant qu'ils tiennent 25 000 $ pour Bitcoin, 1700 $ sur l'Ether. Alors, est-ce qu'enfin, je vais pouvoir changer de casquette cette semaine, pouvoir l'envoyer peut-être à quelqu'un d'entre vous, on voit un peu mieux les couleurs bleues et rouges. Bon, vous l'avez compris, il n'y a pas de signal baissier. Il n'y a que des signaux positifs. Encore et encore. Alors peut-être qu'il va falloir se calmer la semaine prochaine parce qu'il y aura quand même pas mal de rendez-vous clés. On aura notamment les PMI. Mais surtout jeudi, la deuxième estimation du PIB aux États-Unis. Et vendredi, l'indice PCE. Fameuse inflation mieux pondérée que le CPI qui était ressorti meilleur que prévu aux États-Unis. Vous vous souvenez, c'était 4,9% d'inflation aux États-Unis contre 5% attendu. Et comme le marché est fameux data dependent, eh bien le prochain flux de marché sera probablement lié à ce qui va tomber la semaine prochaine. Alors continuons à faire avec ce qu'on voit et pas avec ce que l'on veut que le marché fasse. C'est déjà terminé, n'oublie pas avant de partir de t'abonner si ce n'est pas déjà fait afin de disposer de toutes les vidéos courtes d'environ 4 minutes que je vais essayer de faire entre chaque débrief hebdo. En tout cas, vous avez bien apprécié ce redémarrage. Merci à vous. Je vous souhaite un très bon dimanche d'ascension. Ciao!